pour entamer ensemble une nouvelle semaine de vlog, le 22e vlog. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé un bon week-end. Le mien, oui, comme toujours, il fut bon. Et si vous voulez savoir plus précisément ce que j'ai fait et ce que j'ai fait la semaine dernière d'ailleurs, je vous invite à aller voir mon précédent vlog que vous trouverez juste ici. Moi, au niveau de mes lectures, je suis toujours dans ma lecture de Châtiment de Céline Dangean, dont je n'ai toujours pas la couverture sur mon Kindle, donc je vais essayer de la mettre là. Voilà, pour que vous voyez la couverture de ce livre. J'ai bien avancé dans ce roman, j'ai lu 43% et je le trouve, honnêtement, je le trouve vraiment addictif. Au niveau de l'histoire, donc on suit donc Louise Comon qui est commissaire ou commandant, je ne sais jamais, vous savez moi et les grades policiers, hein, ça fait deux, à la brigade judiciaire il me semble à Tarbes. Et elle a été mise sur une enquête parce que il y a 2 mois, le corps d'une femme avait été découvert et selon le mode opératoire, ce meurtre avait été relié à une série d'assassinats commis par un tueur en série. Sauf que une autre brigade ou une autre équipe de police a retrouvé le tueur en série et celui-ci est mort dans son lit d'une crise cardiaque ou quelque chose comme ça depuis 4 mois. Sauf que la victime qu'on a retrouvée, elle était morte depuis 2 mois. Et donc, voilà, c'est pas possible que ce soit le tueur en série qui ait fait une nouvelle victime. Et donc, Louis se voit confier un petit cold case, ou en tout cas une enquête qui a bien refroidi pendant 2 mois pour découvrir donc qui a tué cette mère de famille et surtout comment est-ce que cette personne a pu copier le mode opératoire du tueur en série, parce que bien que la presse était au courant de certains détails, il y avait quand même des petits éléments qui étaient cachés et le meurtre de la mère de famille ressemblait énormément à tous les détails près au meurtre du tueur en série. Et donc voilà, Louise Comon et son équipe va se voir confier cette enquête et voilà, ils vont devoir démêler un petit peu ce tas de nœuds et trouver qui est le coupable. En parallèle, on suit Philippe qui est détective privé. Et là, c'est un monsieur qui l'a contacté parce que sa tante n'a plus donné signe de vie depuis quelques semaines. Et il s'inquiète parce qu'elle n'est pas partie à l'improviste à l'étranger. Et donc, Philippe va commencer à enquêter sur cette disparition. Et il se pourrait bien que ce qu'il découvre soit un petit peu plus noir que prévu et que une enquête, somme toute, je vais pas dire simple de prime abord, mais voilà, une enquête, allez, quand même facile, simple, et en tout cas, voilà, avec une personne, il se pourrait bien que ce soit un petit peu plus complexe que cela. Voilà, je ne vous en dis pas plus pour garder quand même un petit peu le suspense, mais voici en tout cas pour mon résumé. Et c'est donc du coup un livre que j'aime énormément. Donc c'est un livre écrit par Céline Dangean et je trouve que Céline Dangean, elle a le talent d'écrire des histoires extrêmement passionnantes. Je trouve que sa plume, elle est fluide, elle est agréable, elle est addictive. Vous savez, moi j'aime les romans qui sont extrêmement avec un rythme soutenu. Et là, les 2 enquêtes parallèles, je suppose qu'à un moment donné elles vont se rejoindre, elles se déroulent quand même assez lentement. Alors oui, ils avancent dans leur enquête, ils découvrent à chaque fois de nouveaux éléments, ils interrogent de plus en plus de personnes, il y a la lumière qui se fait plus ou moins sur certains points, des points d'ombre qui apparaissent, etc. Donc il y a quand même un certain rythme d'enquête, voilà, avec des coups de chance, des déconvenus, des avancées, des moments où ils reculent. Mais c'est hyper addictif. Je trouve que c'est vraiment haletant. Alors, on ne se sent pas en pression en tant que lecteur, voilà, on n'est pas à non plus vouloir tourner les pages hyper rapidement, mais je trouve que c'est une enquête où on se sent bien, qui est intéressante, prenante, sans être stressante. Et voilà, j'ai qu'une hâte, c'est d'aller continuer ma lecture. J'ai donc lu, j'ai commencé hier soir la 2e partie, je pense qu'il y en a 3 en tout, si je ne dis pas de bêtises. Donc voilà, j'ai bientôt dépassé la moitié du bouquin et j'ai vraiment hâte d'avancer, j'ai hâte de voir comment Céline Dangean va dénouer tout ça, sur quelle voie va-t-elle nous mener et comment va-t-elle peut-être faire rejoindre les 2 enquêtes qui sont pour l'instant bien distinctes. Voilà, j'ai vraiment hâte et donc du coup je vais vous laisser ici pour pouvoir aller lire mon livre. Vous le savez, nous sommes lundi, je ne sais pas si je l'ai précisé, mais nous sommes lundi aujourd'hui et qui dit lundi dit exactement, dit petit bain, petite routine skincare et
lecture. Donc je vous laisse ici et je vous dis à plus tard. Se retrouve, on est dimanche et je viens conclure cette semaine de vlog. Ça fait très longtemps que je ne suis plus venue clôturer un vlog un dimanche, mais je me suis dit que bon voilà, je ne suis pas maquillée, je ne suis pas coiffée, mais au final on n'est pas là pour parler de mon style vestimentaire, de ma coiffure et de mon maquillage, on est là pour parler bouquins et j'avais envie de vous parler aujourd'hui de mes lectures et de mes achats parce que il s'en est passé des choses depuis la dernière fois que je vous ai pris. Donc la dernière fois que je vous avais pris, j'étais en pleine lecture de Châtiment de Céline Dangean, donc je vous mettrai toujours la couverture ici, et je l'ai terminé. Je l'ai terminé jeudi, car donc jeudi c'était le 15 août, c'était férié, et avec mon mari nous sommes partis faire une petite escapade, donc j'avais le temps de lire sur la route. D'ailleurs, oui, j'avais posté une story donc de ma lecture en mettant on the road again, de ma vue de la voiture avec l'autoroute derrière et ma lecture, et j'ai reçu énormément de questions sur Instagram me disant mais comment fais-tu pour lire, parce que moi je n'y arrive pas, je me sens malade, etc. Et donc j'ai répondu aux 6-7 messages que j'ai reçus et je me suis dit que j'allais vous dévoiler mon secret ici sur YouTube également. Donc asseyez-vous, prenez note, je vais vous donner mon secret pour pouvoir lire dans la voiture. Bah j'ai pas vraiment de secret. En fait, c'est une fois tout bêtement mon mari m'a dit bah tiens pourquoi tu lis pas, on a 3 heures de route, tu pourrais lire. Et moi je lui ai répondu que bah non, j'arrivais pas à lire parce que j'étais malade, je me sentais mal, etc. Et il m'a dit bah réessaye.
prends ton livre, là on est sur l'autoroute, c'est tout droit pendant des dizaines et des dizaines de kilomètres, donc prends ton livre et si jamais tu te sens mal, on s'arrêtera et puis voilà, on avisera. Et j'ai commencé à prendre mon livre, j'ai lu 10 minutes, puis la fois d'après j'ai lu 20 minutes, puis la fois d'après j'ai lu une demi-heure. Et en fait, en m'habituant comme ça, en sortant mon livre sur l'autoroute quand les routes sont bien droites, petit à petit, j'ai pu m'habituer à lire en voiture. Maintenant, j'arrive même à lire quand l'autoroute, ou en tout cas la route, pas l'autoroute, mais quand les routes sont un peu plus sinueuses. Alors, je ne dis pas que je vais pouvoir lire sur un chemin de montagne, où les virages sont vraiment comme ça je ne crois pas. Mais là, nous sommes partis, nous sommes passés par Bouillon, donc qui est une ville, c'est en Belgique, oui, c'est en Belgique. Oui, c'est en Belgique parce que les routes ne sont pas du tout lisses, elles sont toutes bosselées. Et donc là, même sur la route un petit peu plus sinueuse, parce qu'on passe en forêt, et sur une route toute bosselée, j'arrivais à lire sans problème. Donc en fait, mon seul secret, ou mon seul conseil en tout cas que je peux avoir, c'est de vous entraîner, de sortir votre livre de temps en temps comme ça, comme quand vous êtes sur l'autoroute. Et si vous n'arrivez pas à vous y habituer comme moi après 5 minutes, 10 minutes, 20 minutes, une demi-heure, etc., c'est que clairement, vous n'avez pas de chance et vous n'êtes pas fait pour lire sur la route. En tout cas, moi, ce petit tips avec moi a totalement fonctionné. Et maintenant, j'arrive à lire sur l'autoroute et sur les routes sans aucun problème. Donc là, nous avions 4 heures de trajet. Et donc, j'ai pu lire pendant 4 heures. Et ça m'a bien fait avancer dans ma lecture de Châtiment de Céline Dangean. Parce que du coup, je l'ai terminé jeudi. Et j'ai vraiment, vraiment, vraiment aimé cette lecture. Alors, on est quand même dans un policier classique. L'histoire se déroule quand même assez lentement. Il n'y a pas un rythme haletant. Les éléments ne s'enchaînent pas rapidement. L'enquête prend en tout cas son temps. Mais c'est extrêmement addictif parce qu'au plus on avance dans le livre, au plus il y a des petits éléments qui viennent s'intégrer au récit, au plus on avance, au plus il y a des petits indices par-ci par-là. On sent clairement qu'on avance dans l'enquête. L'enquête ne piétine pas, elle avance lentement, mais sûrement. On va dire ça comme ça. Et j'ai trouvé que c'était agréable comme enquête, vraiment. Moi, vous le savez, d'ordinaire, j'aime bien les rythmes très soutenus, les romans vraiment addictifs, où il y a beaucoup d'action, il y a beaucoup d'éléments, où tout s'enchaîne rapidement, mais bon, pas non plus de manière cliché. Là, c'est un peu plus lent, mais j'ai vraiment apprécié cette enquête. Déjà, je pense clairement, et j'en ai déjà parlé, c'est grâce à la plume de Céline Dangean. La plume de cette autrice est extrêmement agréable. Je trouve qu'elle développe également très très bien ses personnages, que ce soit les personnages principaux, donc les enquêteurs, ou les personnages principaux, on va dire les méchants, les suspects, ainsi que les personnages secondaires. Je trouve que c'est hyper agréable, tout est bien travaillé, aussi bien l'écriture que les personnages, et donc du coup on se sent bien dans ce roman. On a vraiment envie de le continuer, c'est très agréable. L'enquête est lente, mais elle intègre par-ci par-là des petits éléments qui nous font avancer, qui nous font, trouver pas trouver des pistes parce que ça veut rien dire, mais qui nous font, en fait, on s'imagine un petit peu les dénouements, on dit voilà, ça va prendre ce petit chemin-là, je parie que c'est lui le tueur, je parie que ça va se passer comme ça, etc. Et puis, au plus on avance, en fait, on remarque qu'on s'est totalement fait berner par l'autrice, et en fait, ça prend un autre chemin. Et j'ai vraiment été stupéfaite par le dénouement. Il y avait un élément que j'avais deviné et il y avait d'autres... Après, il y a eu des retournements de situation et ces retournements de situation-là, je ne les ai pas du tout vus venir. En plus, l'autrice se dirige sur une thématique qui est quand même assez cliché de base. Sauf qu'en fait, elle joue sur ce cliché et elle arrive en fait à s'en défaire et à donner un tournant à son intrigue totalement inattendu et totalement original. Et ça, j'ai également bien aimé parce que je ne m'y attendais pas. Et je trouve que c'est très intelligent de sa part d'avoir totalement retourné le cliché. C'était vraiment bien parce que du coup, on n'est pas dans une enquête qui traite un sujet qui a déjà été vu et revu maintes fois. Elle se détache complètement, en fait, de ce type d'enquête et de ce cliché. Et ça, j'ai trouvé ça vraiment intelligent. J'ai adoré. J'ai été stupéfaite parce que du coup, je ne m'y attendais pas. Elle m'a vraiment fait croire jusqu'au bout
quelque chose. Et au dernier moment, paf, elle m'a surprise avec son retournement de situation et d'autres retournements de situation qui sont venus derrière. Je trouve que l'enquête, contrairement à d'autres que j'ai pu lire récemment, a été clôturée de manière satisfaisante. Donc c'est-à-dire, tout ne s'est pas clôturé dans les 20 dernières pages. Elle a pris ce temps pour clôturer. En fait, elle a pris tous les éléments qui sont restés en suspens et elle a vraiment pris le temps de tous les clôturer un par un. Ce qui fait que le dénouement, la conclusion de l'enquête prend du temps, mais au moins toutes les portes ont été refermées, on a les réponses à toutes nos interrogations et pour une fois ça a pris son temps. On a eu vraiment les éléments qui ont été apportés de manière un peu plus creusée et qui ne sont pas tombés dessus comme ça. Par exemple, moi je n'aime pas, et vous le savez, j'en ai déjà parlé dans les vlogs, le dénouement avec le méchant qui arrive, qui fait « Ah ah, tu ne t'y attendais pas, c'est moi le méchant, voilà pourquoi je suis méchant, voilà pourquoi j'ai fait ça, voilà pourquoi nanani » et qui dévoile tout, ce que l'enquête en fait aurait dû mettre en lumière. Là, on n'est pas du tout du coup dans ce cas-là, on a vraiment l'enquête qui met en lumière le pourquoi du comment, qui met en lumière les motivations, tout le pourquoi du comment de ces meurtres, de ces disparitions. Et j'ai vraiment trouvé ça super. Ce livre-là, Châtiment de Céline Dangean, je le lis dans le cadre du jury pour le festival littéraire Étrange Grande. Il fait partie des 6 romans qui sont en concurrence pour le prix Polar. Et pour l'instant, donc vous le savez, j'en ai lu... c'est le 3e que je lis. J'ai lu donc Au nord de la frontière de R.J. Ellory et Le jardin des anatomistes de Noémie Adonis. Et Châtiment de Céline Dangean, pour l'instant, c'est mon préféré. Voilà, j'ai encore 3 livres à lire pour ce prix. Je pensais d'ailleurs qu'il m'en restait que 2 parce que je croyais qu'il y avait 5 romans qui sont en concurrence. Mais pas du tout, en fait, il y en a 6. Donc du coup, j'en ai encore 3 à lire. Mais pour l'instant, donc j'en suis à la moitié et c'est ce roman-là qui a mon vote, en tout cas pour l'instant. Du coup, j'ai enchaîné tout de suite après avoir terminé le Céline Dangean avec un nouveau roman, du coup, pour le jury policier pour le festival Étrange Grande. Et j'ai choisi de lire Obsolète de Sophie Loubière. Dans ce livre, alors c'est un roman d'anticipation, on est en 2224 et en fait la société a évolué suite au réchauffement climatique, suite à la pollution, voilà. Nous sommes dans le monde du futur et l'humanité doit s'adapter pour vivre sur cette terre et une des adaptations de l'humanité c'est les femmes qui ont passé la cinquantaine sont retirées de leur foyer, sont envoyées je ne sais plus où, voilà. Et en fait, on les remplace avec des femmes plus jeunes qui sont toujours fertiles. Voilà. Et donc, on va suivre Rachel, qui est du coup une quinquagénaire, qui va se voir remplacée par cette nouvelle femme plus jeune et plus fertile. Et donc, je suppose qu'on va suivre son périple vers la destination des quinquas. Et surtout, on va sans doute voir les conséquences de l'intégration d'un nouveau membre plus fertile et plus jeune dans la famille pour notamment son mari et ou son enfant. Je ne sais plus exactement combien d'enfants elle a. Voilà, alors je n'ai pas lu beaucoup de ce roman. J'ai lu... Ah, merde. Ah zut, j'ai perdu ma page. Bon, c'est pas grave, je pense que j'ai lu 7%. Je vais essayer de... Bon, bref. Je retrouverai après ma page. J'ai lu environ, je pense, 7% du livre. Et... je m'ennuie. J'ai un peu du mal à... Ouais, j'ai un peu du mal à rentrer dans ce récit. Donc j'ai l'impression qu'on suit Rachel quand elle était plus jeune et quand elle s'instruit, elle est à l'école, on voit l'histoire, comment l'humanité a évolué, pourquoi l'humanité en est arrivée là. Et on suit en parallèle, alors Nico c'est le nom du fils, je sais plus comment s'appelle le père, bref, donc un papa qui est archéologue et qui donc qui est archéologue sous-marin et qui va fouiller des villes qui ont été englouties par les eaux de la mer, donc je suppose qu'il y a une montée des eaux et pas mal de villes ont été ensevelies ainsi, et lui en fait il fouille et il va chercher des reliques en fait de ce passé des années 2000, des années 2020, etc.
Voilà, j'avoue que niveau résumé, j'arrive pas à vous en dire plus parce que comme je vous l'ai dit, je n'arrive pas à rentrer dans ce roman. Je ne sais pas pourquoi. Alors, j'avoue que les romans d'anticipation de base, c'est pas trop mon truc. Ça a un côté... Alors, je sais que l'autrice n'aime pas quand on qualifie son livre de science-fiction parce que j'en ai discuté avec elle lors d'un salon, lors du salon Le Livre à Metz. Et elle nous avait du coup présenté ce livre, Obsolète, et elle n'était pas du tout contente quand les gens qualifiaient son roman de science-fiction. Elle préfère roman d'anticipation et également roman à suspense parce qu'elle intègre un petit peu les deux. Après, pour moi, je vois pas en quoi le qualificatif science-fiction est mauvais. Bon, après, je m'y connais pas très bien dans les genres littéraires, mais bon, pour moi, j'ai vraiment l'impression d'être dans un roman de science-fiction. Et j'avoue que c'est pas trop le genre que je préfère en littérature. Et là, bah, ça se ressent. Je pense que c'est une raison pour laquelle je n'arrive pas à rentrer dans ce roman. Pourtant, j'essaye de me mettre des œillères en disant... J'essaye de ne pas avoir d'a priori sur ce livre. J'essaye de être vraiment très objectif et de lire le roman pour ce qu'il est. Mais vraiment, j'ai du mal à rentrer dedans. Et je pense qu'une autre raison, c'est également la plume. Je suis pas trop... Disons que passer de la plume très fluide et très agréable de Céline Dangean à la plume de Sophie Loubière, ouais, le passage est assez rude, j'ai du mal, je trouve ça beaucoup moins fluide que la plume de Céline Dangean, je sais pas, il y a vraiment... Voilà, il y a quelque chose qui fait que je n'apprécie pas ma lecture, en tout cas pour le moment. Je vais continuer, je vais essayer d'avancer quand même dans ce roman ce soir et demain. Et puis après on verra, mais je pense clairement que si jamais j'ai toujours le même sentiment dans les prochains jours, je vais essayer de lire au moins 25% du livre pour vraiment me faire une idée. Mais si jamais ça ne me plaît pas, je pense que j'abandonnerai à ce moment-là. Parce que clairement, vu que pour l'instant j'ai un roman pour ce jury, on va dire coup de cœur, qui est donc Châtiment, si ce roman ça ne le fait pas, j'ai pas envie en fait de continuer et de subir cette lecture pour jouer à ma drama queen. Mais en tout cas, voilà, j'ai pas envie de poursuivre cette lecture si ça ne me dit pas plus que ça. Ça fait partie du jeu. C'est clair que pour un jury, c'est toujours bien de quand même toujours lire les livres. Mais si je sais que de toute manière, je ne vais pas voter pour lui, bah, je vois pas pourquoi je continuerai. En tout cas, on verra. Je suis peut-être un petit peu défaitiste. Je suis peut-être un petit peu négative là pour l'instant. Il va y avoir un déclic dans ma tête ou un déclic dans le livre. Et au final, je vais prendre énormément de plaisir à le continuer. Mais pour l'instant, en tout cas... Je sais pas, c'est pas trop ça, hein. Vraiment je m'ennuie un petit peu, donc voilà. Donc ce livre-là, je l'ai commencé jeudi soir. Nous étions donc l'hôtel que nous avions choisi pour notre petite escapade avec mon mari avait une piscine et nous avons profité jeudi soir de la piscine et c'est là où j'ai terminé Châtiment de Céline Dangean et où j'ai commencé Obsolète de Sophie Loubière. Et juste avant d'aller à la piscine et après avoir fait 4 heures de route, nous sommes allés au château de Chantilly et je ne suis pas revenue les mains vides. Notamment, j'ai acheté un petit tote bag. Donc là, on voit château de Chantilly. Donc on a visité le château et le musée Condé. On n'a pas fait les jardins, on n'a pas fait les écuries parce qu'on n'avait pas nécessairement le temps pour. Et comme je vous l'ai dit, nous avions une piscine dans l'hôtel. Donc nous avions envie de profiter de cette piscine. Donc je vais vous faire un petit... pas un petit book haul, mais un petit... comment on dit pour les achats? Je regarde pas assez d'influenceuses en fait. Unboxing? Non, c'est pas un unboxing. Bref, je vais vous présenter un petit peu mes achats parce que j'ai bien évidemment acheté des livres et d'autres petits goodies. Si vous me connaissez bien, je pense que vous savez quels goodies j'ai acheté. Donc déjà un tote bag. Voilà, vous savez que je suis fan de tote bag pour le plus grand plaisir de mon mari. Quand il a vu que je l'ai pris, il a un peu levé les yeux au ciel en disant encore, mais tu en as plein. Et je lui ai répondu, et je n'en ai pas assez. Bref, donc j'ai acheté ce tote bag avec donc, un tableau qui est conservé au musée Condé, qui est le portrait de Simonetta Vespucci par Cosimo. C'est mon tableau préféré du musée. J'adore Simonetta Vespucci. C'est une dame de la Renaissance donc qui est née à Gênes, dans la République de Gênes, et qui a épousé alors je sais plus ce qu'il était lui, mais qui a épousé Monsieur Vespucci,
qui habitait à Florence et Simonetta est allée vivre avec lui à Florence et elle était considérée comme la plus belle femme de son époque. Elle a été prise pour modèle elle a été plutôt engagée comme modèle, bon, enfin pas engagée mais en tout cas plusieurs peintres l'ont prise comme modèle, notamment donc dit Cosimo pour ce portrait, mais elle a été également l'une des muses et des modèles pour Sandro Botticelli, qui est un artiste que j'aime énormément. Si vous connaissez la naissance de Vénus, eh ben, la Vénus porte les traits de Simonetta Vespucci. Il l'a également peinte dans Le Printemps, dans Mars et Vénus, donc ce fameux tableau rectangulaire où on voit Mars totalement assoupi après une petite relation intime, et Vénus qui est donc assise à côté de lui. Eh ben, Vénus a porté les traits de Simonetta Vespucci, et pour la petite histoire, elle était également proche de Lorenzo et Giuliano de Medici, et c'était la maîtresse de Giuliano de Medici. Donc voilà un petit peu pour l'histoire de cette dame. Malheureusement, elle n'a pas fait long feu. Elle est morte, elle avait quoi? Elle avait 23 ans, je pense. Elle est morte d'une pneumonie ou de la tuberculose. De la tuberculose, je crois. Donc voilà, elle n'a pas fait long feu. Et apparemment, d'après la légende, Sandro Botticelli ne s'est jamais remis de sa mort. Il s'est toujours, même après sa mort, inspiré de ses souvenirs d'elle pour peindre des tableaux et pour donc donner les traits de Simonetta à des personnages qu'il a peints. Et également, pour la petite anecdote, Sandro Botticelli a toujours voulu être enterré tout près de Simonetta, et donc Simonetta est enterrée dans l'église Ognissanti à Florence, et Sandro Botticelli a été enterré, selon son souhait, à ses pieds. Voilà, je trouve ça trop mignon. Alors, je ne sais pas, et je pense que les historiens ne savent pas non plus, si Botticelli et elle ont eu une relation amante. Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est qu'elle, oui, elle était la maîtresse de Lorenzo de Medici. Pas de Lorenzo, de Giuliano, pardon, de Medici. Et je ne sais pas si vous connaissez la série Medici avec, comment il s'appelle, Richard Madden, qui joue Cosimo de Medici. J'adore cette série. Je trouve qu'elle est très bien faite d'un point de vue histoire. Et en plus, bon, on va pas se mentir, quand on voit les portraits de Cosimo, Lorenzo et Giuliano, c'était pas des gravures de mode, mais quand on voit que c'est Richard Madden qui joue Cosimo de Medici, ouais, je pense que c'est également pour cela que j'aime énormément cette série. Bref, donc Cosimo de Medici, lui, c'était le grand-père de Laurent le Magnifique, donc Lorenzo, et de Giuliano, donc Julien de Médicis. Et donc, on a un petit aperçu de l'histoire d'amour entre Simonetta et Giuliano, et dans la série, on voit quand même une petite rivalité entre Giuliano et Sandro Botticelli, où on voit que ça ne lui plaît pas trop que Giuliano flirte avec cette dame qui l'inspire énormément. Bref, donc voilà pour ce tableau. Donc sinon, qu'est-ce que j'ai acheté? Alors j'ai acheté 2 livres. Le premier, c'est un livre, donc Connaissance des arts hors série, qui parle un petit peu donc du château de Chantilly, donc qui est ce château-là. Alors j'ai appris donc au musée, en fait toute cette partie-ci a été reconstruite au 19e siècle. C'est pas du tout un château historique, donc en fait le château qui datait de je pense que c'est du Moyen-Âge, mais qui a été construit, modifié avec le temps, a été totalement détruit lors de la Révolution française, et la seule partie vraiment historique qui subsiste dans ce château, c'est cette partie-là qui date de la Renaissance, qui date du 15e, 16e. Le petit château Renaissance, ouais, il n'y a pas vraiment de date. Bref, voilà, donc cette partie-là date de la Renaissance, et c'est la seule partie donc véritablement historique, quoi. Le reste date du 19e siècle. Ensuite, j'ai acheté un petit livre sur les singeries de Chantilly. Donc les singeries, ce sont des décors comme ceci. Donc c'est des décors qui ont existé pendant très longtemps, mais qui ont été surtout en vogue au XVIIIe siècle, où en fait on représentait des singes qui réalisaient des actions humaines. Donc en fait, au lieu de peindre un homme en train de jouer aux échecs, ou en train de prendre son bain, ou en train de cueillir des pommes dans un arbre, eh ben en fait c'était des singes donc humanisés qui faisaient ces activités-là. Et il y a 2 pièces dans l'aile de la Renaissance, donc ici, une pièce au rez-de-chaussée et une pièce au premier
premier étage, pardon, qui sont décorés de singeries. Et quand on fait la visite du musée Condé, on en voit une, on voit celle du premier étage, donc qui s'appelle la grande singerie. La petite singerie qui est au rez-de-chaussée ne peut être visible que si on fait une visite guidée, donc tous les appartements du duc d'Aumale ne sont visitables qu'en visite guidée, on ne peut pas le faire en tant que visiteur libre, mais bref. Et cette pièce, j'avais tellement envie de la voir. Il y avait 3 choses que je voulais voir absolument en allant en Chantilly. C'était le portrait de Simonetta, que j'adore. C'était le tableau des 3 grâces de Raphaël, qui est le plus petit tableau donc dans les collections du musée Condé. Et la 3e chose que je voulais absolument voir lors de notre visite, c'était justement les appartements avec les singeries. Donc je voulais voir la petite et la grande singerie, mais du coup je n'ai vu que la grande. Bref, c'est pas grave, c'était quand même très très beau. Je vous ai fait notamment, je pense, je vous ai fait des petites vidéos de cet appartement. Donc je vous ai mis tout ça juste avant ici, ou de l'autre côté, je pense que c'est par là. Juste avant là. Bref, je vous ai fait quelques petits films de ma visite. Il y avait également une superbe bibliothèque. Ouais, c'était un château magnifique. Si vous passez par là un jour, ou alors si c'est sur votre chemin pour aller quelque part, honnêtement, je vous invite à faire un stop à Chantilly. Déjà, le domaine est magnifique avec les grandes écuries, les jardins, c'est trop trop beau. Hyper agréable du coup quand il fait beau. Et en plus, je trouve que le château est magnifique. Même le château reconstruit au 19e siècle, c'est extrêmement beau. Et la collection vaut vraiment le détour. C'est la 2e plus grosse collection de France, il me semble, après le Louvre. Bref, en tout cas, c'était vraiment trop trop bien et j'ai adoré cette visite. Et du coup, comme j'étais extrêmement fan des appartements singeries, j'ai acheté du coup le livre Les singeries de Chantilly qui a été écrit par l'ancienne conservatrice du musée Condé au château de Chantilly. Et alors, j'ai acheté également des petits goodies. Voilà. Je pense que vous pouvez voir à travers ce que j'ai acheté. J'ai d'abord acheté 3 cartes postales. Sans grande surprise, une carte postale représentant diverses singeries de Chantilly. Une autre carte postale représentant les 3 grâces dont je vous parlais tout à l'heure. Donc voilà, qui est ce tableau-ci. Et une carte postale représentant Simonetta. Je vous l'ai dit, c'est mon tableau préféré de ces collections. J'aime beaucoup en plus le personnage de Simonetta. Voilà. Petite carte. Et j'ai également acheté des marque-pages. Vous le savez, je suis également grande fan de marque-pages représentant des œuvres d'art, hein. J'en ai beaucoup, je vous en ai déjà montré pas mal lors de petits points culture et également lors de mes visites diverses et variées, notamment quand j'étais au Louvre la dernière fois. Alors, le premier marque-page que j'ai pris, c'est un autoportrait du peintre Jean-Auguste Dominique Ingres. Voilà, je ne sais pas si vous voyez bien. Voilà, en fait, cet autoportrait, mon mari le trouvait magnifique quand on avait visité le musée. Il m'avait dit, tiens, regarde ce portrait, il est impressionnant parce que c'est vrai, il est, il est très réaliste. Et on dirait vraiment une photo un petit peu retravaillée par IA, mais il est incroyable, on dirait pas du tout que c'est une peinture. C'est vrai que c'est un tableau magnifique et mon mari l'avait bien aimé, donc j'ai pris ce marque-page un petit peu en hommage au coup de cœur, un des coups de cœur en tout cas de mon mari dans le musée. Les 2 autres marque-pages ne vont pas vous surprendre parce que j'ai pris donc un détail d'un décor dans la petite singerie. Donc ça, c'est la pièce que je n'ai pas visitée lors de ma visite. Donc c'est un singe qui cueille des pommes ou des fruits dans un arbre, des cerises peut-être. Ouais, plutôt des cerises, je dirais. Voilà, donc ça, ce décor-là, je ne l'ai pas vu, mais comme il y avait un marque-page et que je suis extrêmement fan de ces décors du 18e, voilà, j'ai pris ce marque-page avec moi. Et le dernier, j'ai repris, voilà, encore une fois. Je pense que ça se voit que c'était mon tableau préféré de ce musée-là et que je suis fan de Simonetta parce que j'ai de nouveau pris donc le marque-page qui représentait Simonetta Vespucci, peint par Di Cosimo. Voilà donc pour mes petits achats, mes petits goodies, mes petits achats du château de Chantilly quand nous avons donc fait la visite avec mon mari jeudi. Ensuite, vendredi, nous sommes allés au parc Astérix avec mon mari. Et en fait, c'était à la base pour ça que nous avons fait le petit voyage. Mais comme le parc Astérix est quand même
à presque 3h30 de route du Luxembourg. On n'avait pas trop envie de faire la route. Voilà, et l'aller-retour vendredi. Donc on s'est dit, tiens, on se ferait pas un petit séjour. Et on a trouvé Chantilly qui était juste à côté. Donc on s'est dit, bah voilà, pourquoi pas. La ville est sympa. Le château à visiter est également sympa. Mon mari était motivé pour faire une sortie culturelle. Donc ouais, on s'est dit qu'on allait se faire un petit week-end culturel et parc d'attractions ensemble. Et donc, qui dit parc Astérix dit petits achats. Bon là, je vous passe les détails des peluches, bols et autres tasses que j'ai achetées. Mais il y avait également tout un rayon donc avec voilà, les BD de Astérix. Et j'ai donc acheté la première BD, donc Astérix le Gaulois, qui est donc le premier tome premier tome des aventures d'Astérix. Je vous l'avais dit dans un de mes précédents vlogs, c'est un univers que j'adore, Astérix. Je suis vraiment très très fan, ça fait 16 ans que je dors avec un Obélix dans mon lit. Et pourtant, je n'ai pas vraiment lu les BD, j'en ai lu peut-être 5 dans mon enfance et encore. Donc j'ai vraiment envie de connaître un peu plus cet univers et de lire toutes les BD d'Astérix. Et là, donc, bah, quoi de mieux que de rapporter comme souvenir une BD quand on a été au parc Astérix. Et cette BD, je l'ai lue du coup sur le chemin du retour après notre visite du parc. Donc c'est la première BD. Hein. Ce qui est hyper drôle, c'est qu'au niveau des graphismes, des graphismes, oui, on voit que c'est la première BD, on voit qu'il y a... Voilà, il y a eu des choses qui ont changé avec le temps, notamment bah, la représentation d'Obélix, hein, qui n'est pas du tout la... Est-ce que ça fait le focus? Peut-être je vais cacher ma tête. Ouais, vous voyez, Obélix, il a genre des petits poils et tout sur ses bras et son costume n'est pas du tout le même que celui qu'on connaît actuellement, quoi. Donc voilà, il y a eu des petites améliorations au niveau des dessins, mais grosso modo c'est... ouais, enfin, les bases sont placées, quoi. On retrouve le même humour, on retrouve les mêmes personnages. Bien qu'ils aient évolué, bah, voilà, ils sont quand même très reconnaissables, hein, ils n'ont pas du tout changé du tout au tout. J'ai quand même l'impression qu'à de base, Obélix était un personnage secondaire et qu'il a pris beaucoup plus d'importance avec le temps. Et par exemple, il n'y a pas Idéfix non plus dans cette BD. Donc voilà, donc c'était la première aventure de Astérix où bah, les Romains se questionnent un petit peu sur comment ça se fait que ce village résiste encore et toujours à l'envahisseur. Et c'est là que les Romains vont apprendre que le druide Panoramix fait une potion magique qui les rend invincibles. Et donc ils vont capturer Panoramix pour qu'il lui révèle, enfin pour qu'il leur révèle le secret de la potion magique. Mais bien évidemment, grâce à Astérix qui est malin et sournois, eh ben, les Romains vont vivre des aventures assez drôles. Et donc voilà pour ce premier tome que j'ai bien aimé. Voilà, premier tome introductif qui est très intéressant, que j'ai bien aimé. J'ai hâte de continuer, de voir un petit peu comment Obélix va prendre plus de place dans ces BD, comment ils vont introduire le personnage d'Idéfix et également comment ils vont introduire les autres personnages comme c'est quoi? C'est ordre alphabétique, je pense, et je ne sais plus comment il s'appelle, mais le poissonnier et le forgeron, là, qui fait toujours ton poisson n'est pas frais, pas frais mon poisson, et voilà, où il y a des disputes. Bref, donc voilà pour mon petit achat et pour ce que j'ai lu, du coup, vendredi sur le chemin du retour. Ensuite, j'ai commencé également vendredi soir, je l'ai terminé samedi, et j'ai commencé samedi soir et j'ai terminé dimanche. J'espère que vous suivez. Je n'avais pas envie de lire vendredi soir, ni samedi. Je n'avais pas envie de continuer mon livre obsolète de Sophie Loubière. Je pense que vous avez compris que je n'étais pas très très fan de cette histoire. Et donc, j'avais plutôt envie de lire quelque chose de plus léger, quelque chose voilà, de plus simple et de plus agréable. Et j'ai sorti 2 mangas de Mappal, qui sont là depuis presque un an, que je n'avais pas encore lu, de Reine d'Égypte. Donc du coup, le tome 1, je l'ai commencé vendredi soir et terminé samedi. Le tome 2, je l'ai commencé samedi et terminé aujourd'hui, donc du coup dimanche. Alors, dans cette saga, donc Reine d'Égypte, on suit la princesse Hatshepsut qui va épouser donc Toutmosis II et on va suivre ses aventures et on va suivre un petit peu son histoire parce que pour la petite histoire, Hatshepsut est
Hatshepsut, si j'arrive bien à le dire, c'est très compliqué, hein, est l'une des premières célèbres épouses, grande épouse royale du pharaon, et elle va même devenir pharaon. Et donc bah voilà, on suit son histoire, comment elle en est venue à épouser donc Séti, qui a été renommée Thoutmôsis II. Pour la petite histoire, encore une fois, je dis beaucoup le mot histoire en ce moment. Donc Thoutmôsis II est le frère de Hatshepsut. Donc Hatshepsut est la fille de Thoutmôsis Ier et de sa grande épouse royale, son épouse officielle. Voilà. Et Séti, lui, donc, qui sera plus tard Thoutmôsis II, et donc le fils de Thoutmôsis Ier, qu'il a eu avec une épouse secondaire. Et en fait, la fille de la grande épouse royale choisit son époux qui deviendra du coup pharaon, et très souvent bah, les mariages se faisaient entre frères et sœurs, entre demi-frères et demi-sœurs. Voilà les joies de la consanguinité, hein. Bref, donc voilà, donc on suit les aventures d'Hatshepsut. C'est assez sympa. Je trouve que l'histoire, le cadre culturel, historique de l'Égypte est bien retranscrit. Je trouve ça intéressant. Il y a des éléments donc sur le monde funéraire, le monde des dieux, comment ça se passait la politique à l'époque, pourquoi une femme ne pouvait pas devenir pharaon. Enfin bref, il y a pas mal d'éléments historiques qui sont du coup extrêmement intéressants et qui sont... Je trouve que c'est bien dosé. Il y a assez pour comprendre le contexte historique, politique, sociétal, etc. Et pas trop non plus pour ne pas saouler le lecteur qui n'est pas là pour lire un roman historique, mais qui est là pour lire une histoire quand même, voilà, inspirée de faits réels. Mais voilà, et je trouve que les dessins sont très très beaux. Les dialogues sont également bien faits. Je prends beaucoup de plaisir en tout cas à lire cette petite BD. Enfin, ce petit manga, pardon, excusez-moi. Je ne veux insulter personne ici. Ouais, non, j'aime bien. C'est une histoire assez sympathique. Il y a 9 tomes en tout. Moi, j'ai acheté les 2 premiers et je les ai donc lus. Et je pense que je vais aller acheter la suite parce que j'ai hâte de voir comment ils vont expliquer du coup l'histoire de cette grande épouse royale qui va devenir pharaon au fur et à mesure des tomes. Et comment ils vont un petit peu orienter l'histoire entre intrigues politiques, coups bas, coups d'état, voilà, tous les bâtons dans les roues que l'on veut mettre dans les roues Hatshepsut. Voilà. C'est pas évident à dire, hein. Dites-le plusieurs fois. Hatshepsut, 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 Hatshepsut. Ouais, bon, faut quand même, voilà, je suis pas égyptologue, hein, donc du coup j'ai un peu du mal. Mais voilà, donc j'ai hâte de voir comment ils vont expliquer en fait l'histoire de cette grande épouse royale dans les 9 tomes. Et voilà, c'est sur ce long blabla livresque que je clôture ce 22e vlog. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à me laisser un petit pouce bleu ainsi qu'un commentaire pour me signaler que vous avez aimé, que vous êtes passé par là ou pour me laisser n'importe quel autre message. Je vous invite également à vous abonner à ma chaîne pour me soutenir. Et en attendant, je vous souhaite de passer une agréable soirée, une agréable journée ou une agréable nuit, peu importe. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures livresques. Ciao!